sont activés. Bonjour à tous. Nous allons commencer l'audience par la lecture du protocole d'ouverture. Protocole d'ouverture, audience du 29 juillet 2020 par visioconférence. Dossier R4128-2020. Demande de révision de la décision D 2020-077 rendue dans le dossier R4045-2018. Les régisseurs désignés dans ce dossier sont Maître Nicolas Roy, président de formation, de même que Mme Françoise Gagnon et M. Jocelyn Dumas. L'avocate de la régie est Madame Maître Marie-Lou Lefrançois. La requérante est Corporation d'énergie thermique agricole du Canada, représentée par Maître Michel Gauthier et Maître Alexandre Gauthier. La mise en cause est Hydro-Québec, représentée par Maître Joël Cardinal et Maître Simon Turmel. Les personnes intéressées sont Association des redistributeurs d'électricité du Québec, représentée par Maître Paul Hamelin et Maître Nicolas Dubé. Association Hôtellerie Québec et Association des restaurateurs du Québec, représentée par Maître Steve Cadrin. Bitfarms, représenté par Maître Pierre-Olivier Charlebois. Première Nation Cri de Waswanipi et Corporation de développement Tawitch, représentée par Maître Dominique Newman. Nous demandons aux participants de bien vouloir s'identifier à chacune de leurs interventions pour les fins de l'enregistrement. Merci. Oui, bonjour. Mon nom est Nicolas Roy. Je vais agir comme président de la formation. Qui est corrigé maintenant, semble-t-il. Alors, mes excuses. Mesdames, Messieurs, bonjour. Rappelons que la formation de la régie, comme M. Specht vous l'a souligné un instant, est composée de M. Dumas, de Mme Françoise Gagnon et de moi-même, Nicolas Roy, agissant comme président de la formation. Je tiens d'abord à vous souligner qu'il s'agit pour plusieurs d'entre nous, dont moi-même, de notre première audience virtuelle. La régie a déposé hier sur son site Internet ainsi que sur le SDA 3 documents. Les coordonnées de connexion que vous avez visiblement utilisées, le guide de connexion également, et le guide du participant à une audience par visioconférence. Je vous invite en particulier à prendre connaissance du guide du participant. Vous y retrouvez aux pages 2 à 4 les consignes à respecter en audience, y compris le décorum. En plus de Maître Marie-Lou Lefrançois, avocate pour la régie, assistée de Mademoiselle Sylviane René, stagiaire, M. Pierre Ossat fait également partie de l'équipe de la régie. Comme vous l'avez constaté, M. Specht est notre greffier audiencier et aussi notre organisateur dans GoToMeeting. Enfin, M. Claude Morin participe en tant que sténographe. À l'exception des 3 régisseurs, de Maître Lefrançois, des avocats d'Hydro-Québec et de la CETAC, nous demandons que les caméras des autres personnes présentes demeurent fermées, et ce, afin de solliciter le moins possible la bande passante. Également, nous demandons à ce que tous les micros demeurent fermés, sauf lorsque l'un ou l'autre d'entre vous souhaitez intervenir. Sachez que M. Specht, notre greffier, peut en tout temps fermer tous les micros. L'audience est enregistrée. L'enregistrement sera mis en ligne sur YouTube et les notes sténographiques seront déposées sur le site Internet de la régie dans les meilleurs délais. Il est interdit de filmer l'audience, de prendre des captures d'écran ou encore d'enregistrer le contenu audio. Si vous désirez transmettre un message au greffier, par exemple, parce que vous éprouvez des problèmes techniques, vous pouvez utiliser la fonction clavardage que vous trouvez dans le haut de l'écran à droite. Par ailleurs, si vous éprouvez un problème technique majeur, perte de connexion par exemple, tel que mentionné aux coordonnées de connexion,
veuillez communiquer immédiatement avec la régie au 514-582-6120 afin que nous puissions agir en conséquence. Telle qu'elle l'a précisé dans sa lettre du 21 juillet dernier, la pièce A0003. La Régie rappelle que la présente audience porte sur la demande en irrecevabilité d'Hydro-Québec Distribution en date du 15 juillet dernier, soit les pièces CHQD 0002 et 003. De la demande modifiée de révision de la CETAC en date du 9 juillet, d'une décision de la Régie rendue le 22 juin 2020 dans le dossier R4045-2018. C'est la pièce B-0001. Je désire vous rappeler que l'un ou l'autre des membres de la formation peut, s'il le souhaite, vous poser des questions à la fin de votre présentation ou en cours de celle-ci. Quoique la présente audience traite d'une matière procédurale, il est à propos de rappeler que la confidentialité de certaines informations dans le dossier principal R4045-2018 doit être respectée. Au cours de la présente audience, seuls les procureurs des participants peuvent intervenir au nom de ceux-ci. Je vais maintenant vous indiquer l'ordre de comparution. Afin d'assurer un déroulement fluide de la présente audience, je demande aux procureurs, à l'appel de leur nom, de préciser rapidement la durée prévisible de leur intervention. Nous apprécierions également que chacun des procureurs concernés indique si elle ou il souhaite qu'une brève pause leur soit disponible après la présentation d'Hydro-Québec afin de peaufiner leurs propres commentaires. Nous allons donc entendre en premier lieu les représentants d'Hydro-Québec par ses procureurs, Maître Joël Cardinal et Maître Simon Turmel. Êtes-vous en mesure, s'il vous plaît, de confirmer votre présence en allumant votre caméra et en nous donnant les informations que je vous ai demandé il y a un instant? Oui, tout d'abord, bonjour. Je veux juste m'assurer que ça fonctionne bien. Moi, je vous entends. Est-ce que c'est mes collègues aussi? Oui. Alors, allez-y, on vous écoute. Donc, aujourd'hui, je suis seule. Donc, mon collègue Maître Turmel ne sera pas avec nous puisqu'il est en vacances. Donc, je prévois environ 15 minutes de représentation seulement. Puis, j'ai aucun problème à laisser des pauses si les autres intervenants le disent. Merci. Si vous pouvez vous retirer de la caméra, s'il vous plaît. Maître Michel Gauthier, de la CETAC. Oui, bonjour à tous. Tout le monde m'entend? Oui, je vous entends bien. Oui, on vous entend bien. Alors, de notre côté, on prévoit peut-être maximum 10-15 minutes, là, à moins que j'ai des surprises dans les représentations de Maître Cardinal, là, sinon entre 10 et 15 minutes. Et quant à une pause entre vous et entre elle et vous? À moins de surprises, ça ne devrait pas être nécessaire. Merci. Auriez-vous l'obligeance de vous retirer de la caméra pour le moment? AREC, Maître Nicolas Dubé ou Maître Paul Hamelin? Bonjour, Monsieur le Président. Aujourd'hui, je vais être seul. Ma collègue Paul Hamelin est en vacances également. La durée des représentations va être très, très courte. C'est moins d'1 minute, Monsieur le Président. Et pas de besoin de pause de mon côté entre les représentations d'HQT et ou de la CETAC. Merci. Merci, M. Dubé. Si vous pouviez vous retirer, s'il vous plaît, de l'image. Bitfarms, Maître Pierre-Olivier Charlebois. Bonjour. Oui, bonjour, M. le Président. Pierre-Olivier Charlebois pour Bitfarms. Tel que mentionné à ma lettre que j'ai transmise à la Régie le 27 juillet dernier, Bitfarms n'a pas l'intention de faire de représentation aujourd'hui, sous réserve des commentaires qui seront formulés par les procureurs d'Hydro-Québec et ceux de CETAC. En ce qui concerne la pause, en ce qui me concerne, ce ne sera pas nécessaire. Merci. Si vous aviez l'amabilité de vous retirer de l'image. Ça va? Non, c'est parce qu'on a...
On entend du son dans la salle, je ne sais pas d'où ça vient. Maître Dominique Neumann pour Première Nation Cri de Wapnipi et Corporation de développement Tabiche. Maître Neumann. Oui, bonjour, monsieur le Président. Alors, ce sera très bref dans mon cas également. Ce sera 5 minutes ou même peut-être moins. Et nous référons à la pièce, à l'unique pièce que nous avons déposée qui contient notre comparution et un résumé de notre présentation d'aujourd'hui. Merci. Si vous aviez l'amabilité de vous retirer de l'image. Comme M. Specht vous le soulignait au tout début, j'invite les participants, lorsqu'ils interviennent, d'allumer leur caméra et de s'identifier. Par ailleurs, une fois que les participants auront été entendus, les procureurs d'Hydro-Québec pourront répliquer s'ils le souhaitent. Alors, je demanderai, s'il vous plaît, à Hydro-Québec, Maître Cardinal, de faire état de sa présentation et je regarde simplement si les images, les seules personnes qui sont à l'écran présentement sont les bonnes personnes. Et Maître Cardinal, nous vous écoutons. Parfait. Donc, d'abord, je vous remercie de votre disponibilité pour nous entendre rapidement. Comme je vous ai fait mention il y a quelques instants, j'aurai des représentations assez brèves à faire ce matin. D'entrée de jeu, j'aimerais indiquer qu'on a bien reçu l'affirmation solennelle de M. Laliberté hier à 5 heures. Donc, je comprends que c'est l'affirmation solennelle qui aurait dû être communiquée avec la demande de révision le 8 juillet. Donc, dans l'affirmation solennelle de M. Laliberté, il reprend en fait les faits de la demande de révision. Donc, hormis le point A qui était dans notre demande d'irrecevabilité, qui portait sur le fait qu'elle était informe, je tiens simplement à vous souligner que la réception de l'affirmation solennelle ne change rien au contenu de la demande d'irrecevabilité qu'on vous a soumis le 15 juillet dernier. Donc, ce qu'on souhaite vous souligner aujourd'hui, c'est que selon nous, la demande de révision de la CETAC, elle contient des déficiences majeures et ces déficiences-là sont telles qu'elles rendent fatale la demande de révision de la CETAC, puisque, selon nous, elle n'a aucune chance raisonnable de succès. D'où la présentation de la demande en irrecevabilité qu'on vous a envoyée le 15 juillet dernier. Concernant le contenu de la demande de révision, ce que je comprends, c'est que la CETAC, elle vous demande essentiellement deux choses. Elle vous demande d'abord de modifier le calendrier qui a été fixé par la première formation, puis ensuite, elle vous demande de venir modifier les étapes procédurales qui ont été établies par la première formation. Moi, je vous soumets que vous avez des motifs raisonnables qui vous permettent de constater que la demande de révision, elle est vouée à l'échec, puis vous avez la compétence nécessaire pour la déclarer irrecevable et cesser son examen dès maintenant. Puis, je m'explique. Pour les fins de l'audience, je pense que c'est pas nécessaire de partager l'écran pour qu'on mette la décision contestée à vue de tous, donc la décision D2020-067, mais j'y fais référence. Donc, dans la décision D2020-067, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle contient? Bien, d'abord, cette décision procédurale-là, elle fait une petite mise en contexte du dossier, puis elle reprend essentiellement le résumé du dossier, comme la régie a l'habitude de le faire d'ailleurs. Puis, je vous inviterai à la fin de mes représentations à peut-être aller y faire un tour. Puis, moi, j'ai repéré le paragraphe 6 dans la décision des 2020-067 qui fait référence à la dernière décision qu'a émise la régie. Donc, là, je vous le lis. Le même jour, peu importe du jour où elle a rendu la décision dans la phase 2, la régie rend sa décision D2020-026 dans laquelle elle se prononce sur les sujets de l'étape 3 de la phase 1. Ensuite, dans sa section 2 de la décision D2020-077, elle procède à la reconnaissance des intervenants. Donc, on peut voir dans cette section-là que la CETAC, elle est dûment reconnue comme un intervenant au dossier à l'étape 3 de la phase 1 du dossier 4045-2018. Donc, elle est reconnue comme intervenant avec
tous les droits que ça amène en vertu de la loi et du règlement. Elle a la possibilité de déposer une preuve. Elle a la possibilité de déposer des demandes de renseignements. Puis comme on le sait, les DDR permettent aux intervenants de demander des précisions au distributeur quand ils considèrent, selon eux, qu'il n'y a pas assez de détails ou que le distributeur n'aurait pas couvert tous les enjeux à la satisfaction de l'intervenant. La reconnaissance du statut d'intervenant dans un dossier, elle permet aussi de contre-interroger les témoins du distributeur en audience, puis elle donne l'opportunité de faire des représentations en audience sur les sujets qui sont importants pour les intervenants. Toujours dans la décision contestée, qui est la décision D2020-077, quand on regarde la dernière section, on voit que la régie, elle fixe le calendrier procédural du dossier. Puis là, je suis consciente que vous le savez déjà, mais pour le bénéfice de tous, je porte à votre attention qu'il n'y a pas dans la décision de motif justifiant l'établissement du calendrier. Pourquoi? Parce que la régie, elle jouit d'une très large discrétion lorsqu'elle donne ses instructions écrites ou lorsqu'elle donne le calendrier procédural. Puis elle n'a pas l'obligation de consulter au préalable les intervenants pour connaître leur disponibilité, comme semble le croire la CETAC dans sa demande de révision. Puis vous pourrez constater également à la lecture de la décision contestée que la première formation, en aucun cas, elle se prononce sur l'enjeu des sujets de l'étape 3. Pourquoi? Parce que ce sujet-là a déjà été réglé par la décision D2020-026. Puis vous constaterez que cette décision-là, elle a été rendue en février dernier, donc ça fait maintenant 5 mois. Je vous invite à consulter la décision D2020-026. Vous allez pouvoir voir qu'elle contient l'ensemble du raisonnement de la première formation qui a mené à l'établissement des sujets de l'étape 3. Je vous souligne d'ailleurs que la première formation, elle a, de son propre chef, demandé au distributeur de fournir un complément de preuve sur le contexte contemporain de sa demande. Puis la première formation, elle a indiqué qu'elle voulait avoir notamment des informations sur la nécessité de maintenir des conditions tarifaires pour l'usage cryptographique appliqué aux chaînes de blocs. Puis ça, c'est le sujet sur lequel la CETAC nous demande maintenant d'avoir un traitement prioritaire. On comprend que si la régie, elle a demandé au distributeur d'en traiter dans sa preuve, c'est probablement parce qu'elle entend en prendre compte dans l'analyse de son dossier et que, conséquemment, bien, les intervenants, ils vont pouvoir s'exprimer sur cet élément-là. Donc, moi, je considère que la régie, elle est au cœur de sa compétence quand elle rend ces deux décisions, qui sont les décisions des 2020-077, mais également la décision des 2020-026. J'en profite pour vous indiquer que quand je regarde le deuxième objectif de la CETAC, qui est de changer l'ordre du traitement procédural des sujets à l'étape 3, bien, moi, j'ai l'impression qu'on ne conteste pas ici la bonne décision dans la demande de révision. Ça aurait dû être la décision dès 2020-026 qui aurait été contestée par la CETAC. Donc, quand la CETAC, elle produit une demande de révision en invoquant que son droit d'être entendu a été bafoué et qu'il y a une ordonnance de sauvegarde qui devrait être rendue dans le dossier, simplement parce que la régie, elle a fixé un calendrier sans consulter préalablement les intervenants, puis parce que la régie, elle a établi un ordre de traitement du dossier. Moi, quand je lis cette demande de révision-là, j'entends plutôt que la CETAC, elle est frustrée. Elle est frustrée parce qu'elle considère qu'elle a besoin de plus de temps pour faire sa DDR et pour faire sa preuve. Puis d'ailleurs, je pense pas encore une fois que c'est nécessaire de partager le document à l'écran, mais vous avez tous pris connaissance de la demande de révision amendée de la CETAC. Puis je vous souligne au passage le paragraphe 19, puis je vais prendre le temps de vous le lire. Et je cite, « De plus, ce calendrier est beaucoup trop serré en considérant la période estivale ainsi que considérant la preuve qui devrait être déposée par les parties, notamment par la CETAC. » Fin de la citation. Donc là, la CETAC, elle vient nous dire ça, alors qu'on sait très bien qu'il y a un autre remède qui est prévu à la loi pour ça, qui est une demande simple de délai supplémentaire. Donc, je me permets, au passage, de me questionner sur le temps qui est alloué
sur la demande de révision qui aurait probablement pu être investie dans l'élaboration de la DDR et l'élaboration de la preuve. Puis quand je lis la demande de révision de la CETAC, j'entends aussi principalement qu'elle est frustrée par le contenu même du complément de preuve qui a été fourni par le distributeur. Puis de façon générale, elle est frustrée par la proposition d'encadrement tarifaire choisi pour l'usage cryptographique. Puis là, je vous référerai au paragraphe 20 de sa demande. Je vais vous le lire pour les fins d'audience. Donc, je cite, « De plus, Hydro-Québec ayant fait défaut de fournir la preuve requise par la Régie, CETAC devra recueillir cette preuve dans un premier temps avant de faire toute autre demande de renseignement en lien avec ce dossier. Et quant à la demande conjointe d'Hydro-Québec et de la REC pour faire accepter les tarifs qu'ils ont négociés pendant de très nombreux mois. » Fin de la citation. Donc là, encore une fois, la CETAC vient nous dire ça alors qu'on sait très bien qu'il reste toutes les autres étapes au dossier. Donc, la CETAC devrait, en principe, faire une DDR. Le distributeur va répondre à la DDR. Il va possiblement avoir des contestations, une décision de la régie. Il est possible que le distributeur ait besoin de faire un complément de réponse. Puis il y a aussi l'audience qui reste à venir, avec tout ce qui vient avec, donc témoignage, contre-interrogatoire, représentation. Donc moi, je vous soumets que les prochaines étapes du dossier vont justement permettre à la CETAC d'obtenir les informations qu'elle désire, puis de débattre des enjeux qu'elle soulève dans sa demande de révision. Puis le portrait que je viens de vous présenter de la situation, il permet de se poser la question suivante. Est-ce que la CETAC, elle vous a vraiment fourni une question sérieuse à trancher dans le cadre de sa demande de révision? Moi, je vous soumets que la réponse, c'est non. Parce qu'à sa face même, puis je pense que c'était assez clair dans notre demande d'irrecevabilité, il n'y a pas de droit d'être entendu préalablement à l'établissement d'un calendrier procédural, puis il n'y a pas de droit d'être entendu sur l'établissement de l'ordre des enjeux à traiter dans un dossier, puis certainement pas en vertu de 37.2, puis encore moins quand, selon moi, on conteste la mauvaise décision. Puis, il n'y a pas d'apparence de droit à de telles choses selon 34 non plus. Puis, je ne veux pas m'étaler trop longtemps sur le contenu de la demande parce que je ne veux pas glisser au fond. Ce ne serait pas opportun dans le cadre d'une audience sur les moyens préliminaires, mais je vous réitère les arguments qu'on a indiqués dans notre demande en irrecevabilité et qu'on met sur la table aujourd'hui. Donc, qui sont les points B, C, D, E de notre demande. Donc, selon nous, la demande qui vise la suspension du dossier R4045-2018, elle n'est pas présentée devant la bonne formation, elle n'est pas conforme à la loi et les conditions d'ouverture nécessaires sont à leur face même pas remplies. Les conditions d'ouverture selon 34 ne sont pas non plus remplies, puis le fardeau de la preuve de la demanderesse, il est à sa face même pas rempli. Même chose pour 37.2. Puis il est évident, selon nous, que la procédure qui a été mise en place et suivie par la Régie dans ces deux décisions procédurales, elle est conforme à la loi et au règlement. Donc, considérant tout ce que je viens de vous dire, je vous soumets que les allégations de la CETAC, elles sont prima facie, pas fondées, ni en fait, ni en droit, et donc que la demande de révision, elle est vouée à l'échec, ce qui vous permet de la déclarer irrecevable dès maintenant. Puis j'en profite pour vous souligner qu'on a traité le dossier avec diligence, c'est-à-dire qu'on a comparu rapidement, on a produit les moyens préliminaires rapidement, puis je pense qu'on vous a soumis une requête qui est détaillée, qui est rigoureuse. Puis je suis présente devant vous ce matin, même si aujourd'hui c'est le dépôt des réponses aux demandes de renseignement dans le dossier R4045-2018. Donc on a encore des centaines de réponses à déposer aujourd'hui. Donc, on a fait preuve de cette diligence-là, même si, d'après moi, la lecture seule de la demande de révision, elle témoigne de son grand manque de rigueur. Puis, je vous soumets que l'analyse au fond de la demande de révision, ce serait une utilisation vraiment inopportune des tribunaux. Puis, ça commence à faire plusieurs fois qu'on se retrouve à la Régie, suivant des requêtes variées qui émanent de dossiers impliquant la CETAC, que ce soit en réglementaire, mais aussi en plainte.
Je sais que je l'ai déjà dit devant plus d'un régisseur à la régie, mais je pense que ça vaut la peine de le redire en espérant que le message, il passe. C'est-à-dire que Hydro-Québec est d'avis que la Régie de l'énergie, c'est un tribunal administratif qui doit être pris au sérieux. Une mission, il y a des objectifs importants au Québec. Le dossier R4045-2018, il n'en fait pas exception. C'est un dossier dans lequel on doit établir des tarifs et conditions de service pour une catégorie complète de consommateurs. Donc, je pense que l'utilisation des différents recours disponibles à la régie, il ne devrait pas être pris à la légère par les intervenants. Donc, j'avais prévu 15 minutes, ça complète mes représentations. On vous demande donc de déclarer irrecevable l'ensemble de la demande de révision de la CETA. Donc, je suis disponible si vous avez des questions. Merci, Mme Cardinal. Monsieur Dumas, avez-vous des questions? Non, ça va pour moi, merci. Madame Gagnon? Non, ça va pour moi, c'était clair. Je n'ai pas de questions également. Nous allons donc maintenant demander à Maître Gauthier de faire part de ses représentations. S'il vous plaît, vous pouvez allumer votre caméra et la garder allumée. Madame Maître Cardinal, vous pouvez garder votre caméra allumée dans ce cas-ci. Alors, bonjour à tous. Je vais commencer avec le dernier commentaire de Maître Cardinal. Évidemment, pour la CETAC, c'est un dossier très important que le 4045. Ce n'est pas pris à la légère. Et c'est justement pour cette raison-là que la requête en révision a été déposée. La problématique de la décision de laquelle une révision est demandée, comme c'est d'ailleurs indiqué dans la demande de révision, c'est qu'on a fixé un calendrier sans jamais entendre les parties. Et même si la régie a le droit de fixer un calendrier, et je ferai le parallèle d'ailleurs avec les protocoles d'instance en matière civile, le juge a le droit de fixer un protocole d'instance lorsque les parties ne s'entendent pas, mais il faut quand même ne pas oublier la règle uti alteram partem, qui fait que les parties ont le droit d'être entendues à tout moment pour toute décision qui peut être rendue dans un dossier. Donc, on ne nie pas le droit à la régie d'établir un calendrier, ça va de soi. Le problème est le suivant, c'est qu'on est dans un dossier important, dans un dossier qui a des impacts majeurs pour plusieurs parties, et on a fixé un calendrier sans tenir compte, quant à nous, d'une étape préliminaire qui apparaît elle-même de la décision 2020-026 de mémoire, alors qu'on parle là d'une étape préliminaire. Et en plus, si vous regardez le calendrier, on accorde aux parties un délai de 2 semaines après la réception des réponses au DDR pour déposer de la preuve. Écoutez, c'est un dossier où il y a des demandes qui ont été faites à Hydro-Québec de la part de la régie depuis le mois de février pour laquelle la preuve n'a jamais été déposée. On parle de plusieurs mois. Il y a eu la COVID, ça va. Ensuite de ça, il y aura assurément des expertises à déposer sans connaître les réponses de la régie, pas de la régie, mais d'Hydro-Québec au DDR. On ne sait même pas à quel type d'expert on fera affaire. Et on nous donne un délai de 2 semaines pour déposer la preuve. Tu sais, on est au mois d'août. Je pense que la régie en est consciente. C'est la période des vacances assez générale au Québec, mi-juillet, au moins à la mi-août. Là, il faut trouver un expert. Après avoir obtenu les réponses aux demandes de renseignement, il faut le mandater. Il faut qu'il fasse son travail. Il faut qu'il fasse son rapport. Il faut déposer ça. Je ne vois pas de quelle façon on peut effectuer ce travail-là dans un délai de 2 semaines. Ensuite de ça, quand on parle de la règle uti alteram partem, il est clair qu'on aurait fait des représentations en disant, regardez, avant même d'aller sur le fond du tarif, il faudrait établir, comme la régie l'a demandé au mois de février, est-ce qu'il y a lieu de continuer ce dossier-là? La problématique, elle est là. On ne nous permet pas de faire une étape préliminaire pour savoir s'il y a lieu de continuer ou non, suite à la preuve qui pourrait être déposée par Hydro-Québec, qui est demandée depuis le mois de février et qu'on n'a toujours pas eu.
On a des bonnes idées pourquoi, mais on ne l'a toujours pas, cette preuve-là. On devrait l'avoir cet après-midi, semble-t-il. On verra. Mais une chose est certaine, c'est qu'il y a lieu, quant à nous, de tenir cette étape préliminaire-là, et on croit fermement que si on avait pu faire des représentations, bien, on aurait sûrement réussi à convaincre la régie qu'il y a lieu de tenir une étape préliminaire avant d'aller au fond. Et écoutez, c'est comme si, pour ma collègue, on dit, bien, elle fait une requête en irrecevabilité, mais on vous entendra au fond. C'est un peu la même chose. Et déjà, dans la décision de février 2020, ben, on le dit, écoutez, est-ce qu'il y a nécessité de maintenir des conditions tarifaires spécifiques? C'est ce qu'on demande. Ben, s'il n'y a pas de preuve à cet effet-là, il va de soi qu'il y a lieu de tenir une étape préliminaire quant à elle. Alors, de notre côté, ce qui est demandé en révision, c'est évidemment, ben, on vous dit, regardez, on n'a même pas eu la chance de faire de représentation et on nous a fixé un calendrier hyper rapide qui ne nous permet pas de faire de la preuve. On nous enlève notre possibilité, quant à nous, de faire de la preuve. C'est pas juste de dire, OK, c'est un calendrier qui est rapide, puis on va voir comment on peut aller avec ça. Non, non. On nous enlève la possibilité de faire de la preuve parce que c'est trop rapide. On a besoin de déposer des expertises, etc. Ça a déjà été annoncé. Alors, je ne vois pas comment on peut faire ça dans ce délai-là. Et quant à nous, il y a lieu de tenir une étape préliminaire pour déterminer s'il y a nécessité de continuer ce dossier-là ou non. C'est déjà dit dans la décision 2020-026 qui vient d'une autre décision qui a été rendue au préalable. Ce n'est pas nouveau qu'il faudra décider de ce fait-là, à savoir s'il y a lieu ou non de continuer cette étape-là. Ma collègue vous souligne dans sa requête, notamment à l'étape C, on nous dit le fardeau de preuve de la demanderesse n'est pas respecté. Écoutez, on n'est pas à l'étape du fond. Là. Le fardeau de preuve, on va en parler au fond. Là, on est au stade d'une requête en irrecevabilité et je ne pense pas qu'à ce stade-ci, vous puissiez décider si la CETAC a ou non respecté ou enjoint à respecter son fardeau de preuve. Le fardeau sera décidé au fond, pas avant. On vous a dit du côté d'Hydro-Québec que, en fait, la CETAC aurait dû aller en révision de la décision dès 2020-026. On semble vouloir faire en sorte, et je vais me ressortir la décision, on semble, du côté d'Hydro-Québec, et ça paraissait d'ailleurs d'une lettre de Maître Cardinal, on semble penser ou vouloir prétendre que l'aspect de la nécessité de maintenir des conditions tarifaires ne fait pas partie du sujet de l'étape 3. Pourtant, si vous allez voir la décision dès 2020-026, juste en haut du paragraphe 7, le titre est « Sujet de l'étape 3 de la phase 1 ». Et c'est dans les paragraphes 8 et 9 où on demande à Hydro-Québec de fournir la preuve à savoir s'il y a nécessité de maintenir des conditions tarifaires spécifiques. Ça fait partie de l'étape 3. Je comprends que c'est peut-être pas indiqué au paragraphe 11 et suivant, mais c'est indiqué au paragraphe 7 et suivant qui traite des sujets de l'étape 3 de la phase 1. Donc, on ne demande pas d'ajouter un sujet dans l'étape 3. Le sujet est déjà là. Et pour avoir parlé à quelques participants ou quelques avocats de participants, ça semble assez évident pour tous. Donc, nous, ce qui nous apparaît, c'est que la régie aurait dû à tout le moins nous entendre pour savoir s'il y avait lieu ou non de tenir une étape préliminaire. Vous n'avez pas à décider ça aujourd'hui, vous avez juste à décider si Hydro-Québec a raison de dire qu'on n'avait pas le droit d'aller faire des représentations pour fixer un échéancier, fixer un calendrier qui va prévoir que les parties auront le délai nécessaire pour fournir une preuve, y incluant des expertises, et faire des représentations s'il y avait lieu ou non de tenir une étape préliminaire, considérant la décision dès 2020-026.
On vous soumet qu'en raison des règles de justice naturelle, la règle Lodi alteram partem, que les parties ont le droit d'être entendues par les régies avant qu'une décision soit rendue et que la régie doit rendre une décision en fonction des représentations des parties. Quant à nous, la demande de révision doit poursuivre. Il y a une demande de suspension du dossier 4045 qui est déposée. Évidemment, cette demande-là est faite parce que si on ne suspend pas ce dossier-là, il va se poursuivre sans qu'on puisse déposer, sans qu'on ait les délais pour déposer de la preuve et sans qu'on puisse avoir une étape préliminaire. Pour nous, c'est d'une très grande importance. Et selon nous, l'article 34 vous donne le droit de procéder à la suspension du dossier 4045, considérant l'impact très important que le calendrier qui a été fixé a, tant sur Mathiane que peut-être sur les autres intervenants. Reste à savoir ce que les autres en pensent. Ça. Mais quant à nous, le délai, tant pour les DDR, j'ai vu les DDR qui ont été déposés, mais tant pour les DDR que le délai pour fournir de la preuve, que l'étape préliminaire qui n'a pas été prise en considération font en sorte que la demande de suspension et la demande de révision devraient poursuivre. Ça complète. Merci. Alors, Gauthier, vous m'entendez? Oui? Oui. Alors, merci. Restez à l'écran dans votre cas. Je vais me poursuivre. Excusez-moi. Monsieur Dumas voudrait vous poser une question. En fait. Oui, bonjour, M. Gauthier. Bonjour. Vous nous avez bien exposé votre préoccupation d'être en mesure de présenter une preuve qui soit bien détaillée au sein du dossier. Je m'excuse, je vous entends très mal. Je ne sais pas si c'est trop proche ou trop loin d'un micro, là, mais. Je vais reprendre. Est-ce que c'est mieux comme ça? Ah oui, absolument. Alors, ben, vous nous avez bien exposé là, votre préoccupation d'être en mesure de présenter une preuve qui soit bien étayée. Puis donc, vous avez signalé là, que vous trouvez le calendrier qui était peut-être trop serré. Moi, la question que je me pose, c'est dans ce cas-là, pourquoi, au lieu d'avoir procédé par demande de révision, pourquoi est-ce que vous n'avez pas tout simplement présenté une demande de délai à la première formation? Vous savez que c'est quand même assez courant là, dans la procédure normale, là, en cours de dossier. Différents intervenants peuvent présenter des demandes de délai là, quand ils considèrent que les échéanciers sont trop serrés. En fait, la raison, c'est qu'il y a deux raisons à ça. C'est que premièrement, la demande de délai, normalement, les demandes de délai sont pour quelques jours, à la limite une semaine, très rare pour peut-être un délai d'un mois et demi. L'autre chose, c'est qu'on avait également la portion qui était la demande préliminaire, quant à nous, sur la nécessité de statuer, à savoir s'il y a eu ou non de poursuivre ce dossier-là. Donc, ça touche vraiment deux volets, la demande de révision. Et nous avons préféré y aller sur une demande de révision, considérant qu'il y avait ces deux volets-là qui étaient actuels. Merci. Merci. Non, je n'ai pas de questions. C'est beau. Merci. Peut-être, M. Gauthier, une ou deux questions, suivies de la question de M. Dumas. Dans votre requête, votre demande, vous faites état tout de même au paragraphe 14, 15, 16, 17. Vous avez quand même formulé à la première formation par lettre une demande à l'effet que le calendrier, que la procédure ne vous convenait pas. Et la régie, la première formation, a maintenu son cadre procédural. Donc, vous avez entendu sur le sujet. Via consultation, par consultation. La régie, vous avez soumis à la régie vous a répondu dans un cadre procédural. On a soumis une lettre à la régie. On n'a pas soumis une argumentation détaillée. Et je ne peux pas dire non plus que
c'est une décision, il n'y a pas une décision écrite qui a été rendue à cet effet-là. C'est une lettre qu'on a reçue de la régie qui vient dire que le calendrier ne changera pas. Donc, dans ce cadre-là, je ne pouvais pas aller en révision de cette décision-là. On est en révision de la décision qui a été rendue, de laquelle on est en révision aujourd'hui. Mais on n'a pas été entendu sur, à savoir tous les liens, etc., sur ça. On a fait une demande à savoir s'il était possible d'ajouter ou de modifier le calendrier. Et on a reçu une lettre de Maître Dubois qui nous a dit que le calendrier ne changerait pas. Mais je ne considère pas que ça fait partie des représentations qu'on avait le droit de faire avant qu'un calendrier soit fixé. Donc, vous maintenez que Audi Alteram Partem n'a pas été rencontré selon vous? Absolument, parce que le calendrier a été fixé avant que les partis n'aient la chance de faire des représentations. Mais on se comprend qu'on est en matière procédurale. On se comprend. Mais même en matière procédurale, la règle doit être respectée. Vous êtes conscient que la Régie a rendu des décisions d'interprétation du recours en révision, dont une toute récente qui a une révision complète, excusez-moi le mot révision ici, une revue complète de l'exercice du pouvoir de révision. Je comprends. Mais je pense que la règle Audi Alteram Partem est très importante, que ce soit en matière procédurale ou non, que ce soit au fond ou en matière procédurale, surtout lorsque la décision procédurale a pour effet pratiquement de nier le droit à une partie de faire une défense pleine et entière. Alors, ça termine mes questions quant à moi. Merci. Le premier intervenant, Maître Cadrin, s'est joint en cours de route. Est-ce que vous êtes à l'écran quelque part? Vous pouvez allumer votre image. Avec Steve Cadrin. Et rien pour le moment. Je passerai à l'AREC, Maître Dubé. Alors, bonjour, Monsieur le Président. Nicolas Dubé pour l'AREC. Très brièvement, nous avons pris connaissance de la requête en irrecevabilité du distributeur et on se range derrière les arguments du distributeur. C'est tout. Merci. Merci. Maître Olivier Charlebois, de Bitfarms, je comprends que vous aviez manifesté de ne pas avoir de représentation, mais je vérifie une nouvelle fois. C'est gentil, Monsieur le Président. Pas de commentaire, merci. Maître Neumann pour CRI. Maître Neumann. Voilà. Merci, Monsieur le Président. Alors, comme je l'ai indiqué, nos représentations sont indiquées dans le document unique que nous avons déposé, qui est notre comparution et nos arguments sur la question. Nous sommes très attristés d'être obligés de nous opposer à la demande de la CETAC, puisque nous partageons beaucoup des objectifs de la CETAC sur le fond du dossier, puisque à la fois le regroupement CRI et la CETAC ont tous deux des projets d'usage cryptographique qui récupèrent la chaleur à des fins agricoles, et c'est quelque chose que nous défendons beaucoup. Mais nous sommes obligés de nous opposer à la demande de la CETAC parce qu'elle aurait pour effet de retarder la résolution du dossier 4045. Dans le dossier 4045, comme vous le savez, Monsieur le Président, il y a une demande d'Hydro-Québec qui, après analyse du contexte contemporain, propose de supprimer la tarification spécifique pour l'usage cryptographique non monétaire, ce à quoi nous sommes tout à fait d'accord, et qui propose de le maintenir en raison du risque qu'il puisse y avoir une nouvelle bulle, de maintenir cette réglementation spécifique pour l'usage cryptographique monétaire. Donc, nous sommes d'accord avec ça et nous souhaitons pouvoir aboutir à une décision finale qui lèvera la tarification spécifique pour l'usage cryptographique non monétaire. Nous comprenons que CETAC
CETAC et probablement Bitfarms souhaitent la lever pour tous les usages, mais ils ont tout à fait la possibilité de faire valoir leur point de vue à la fois dans leurs preuves et en posant des questions écrites ou orales et en demandant des délais pour ce faire s'ils en ont besoin. Au niveau juridique de la demande de la CETAC se fonde sur l'empêchement d'être le manquement aux règles de justice naturelle, au fait qu'ils n'ont pas été entendus pour la fixation du calendrier. Je vous soumets que la fixation du calendrier ne requiert pas des régisseurs qu'ils entendent préalablement les participants avant qu'ils fixent un calendrier. Ils peuvent le faire, mais ils ne sont pas obligés de le faire. Et de toute façon, la décision de fixer un calendrier est une décision interlocutoire qui ne crée pas de situation irrémédiable. Il peut y avoir parfois des décisions interlocutoires qui décident quelque chose de final auquel il ne pourra pas être remédié dans la décision finale. Ce n'est pas le cas pour un calendrier, puisque, comme ça a été mentionné, une partie peut toujours demander une extension de délai si on en a besoin, puis il arrive fréquemment que la régie en accorde. Et de toute façon, même si le calendrier avait pour effet de brimer le droit d'une partie de bien présenter sa position, et même si cette faute n'était pas corrigée jusqu'à la décision finale, c'est au moment de la décision finale, si une partie telle que la CETAC en est insatisfaite, qu'elle pourra contester, cette fois en révision, la décision finale en tenant compte de tout le contexte qui a mené à cette décision finale. Donc, si tous les défauts accumulés que CETAC pourrait voir dans le processus, si à la fin, cela aboutit à une décision finale insatisfaisante pour CETAC, elle pourra à ce moment-là loger sa demande de révision en faisant valoir des motifs de droit s'ils sont recevables selon l'article 37, s'il s'agit d'un vice sérieux et fondamental ou s'il s'agit d'un empêchement de faire valoir ses moyens qui a eu pour conséquence une décision finale erronée. Donc, tout ça pour dire que lorsque la décision interlocutoire n'a pas de caractère lui-même final, que la jurisprudence est à l'effet de ne pas recevoir de demande de révision à l'encontre de cette décision. Je vous cite deux décisions, mais que vous connaissez peut-être déjà. La décision au dossier R340198, et la décision porte le numéro D2001-49, qui faisait la distinction entre les décisions interlocutoires et finales, et justement qui disait qu'une décision interlocutoire est révisable d'office même par la formation qu'il a elle-même rendue. Et une autre décision qui est la décision D 2016-164, où la régie a indiqué qu'elle a confirmé qu'elle a une compétence implicite pour réviser sa propre décision interlocutoire. Je vous en cite une troisième qui est une décision de révision D 2006-120 qui était rendue au dossier de révision R3620-2006 où un intervenant se plaignait en révision d'une décision interlocutoire défavorable et la régie en révision a refusé cette demande de révision au motif qu'il était toujours possible dans la suite du dossier de première instance de tenter de remédier à ce que l'intervenant reprochait à cette décision interlocutoire. Donc, juridiquement, à la fois, comme je l'ai mentionné, il n'y a pas de droit d'être entendu avec la fixation du calendrier. Et deuxièmement, le calendrier n'est pas final. Pour revenir à une remarque qui a été faite il y a quelques instants par la CETAC, où il avait été souligné par la formation que la CETAC a effectivement demandé, comme nous le soulignons dans notre propre lettre, c'était le 30 juin 2020 dans sa pièce C-CETAC 0046, elle avait demandé à la régie par une lettre de 6 pages de réviser son calendrier pour les mêmes motifs qui sont évoqués maintenant, savoir qu'elle désirait avoir plus de temps, elle reprochait à Hydro-Québec d'avoir déposé une preuve insuffisante sur le contexte contemporain et elle souhaitait pouvoir traiter d'abord de l'opportunité de maintenir ou non une tarification spéciale pour la cryptographie, donc qui sont des sujets de l'état 3. La CETAC voulait un calendrier différent et la régie, dans sa lettre,
du 7 juillet 2020, qui est la lettre A0137, a maintenu son cadre procédural. Je ne veux pas rentrer dans un débat sémantique, mais il est possible que la CETAC aurait pu porter en révision cette lettre, puisque cette lettre de la régie décidait quand même de refuser la propre lettre de modification de cadre procédural de la CETAC. Mais on peut même considérer que la présente demande de révision implicitement conteste le fait qu'ils n'ont pas eu, le remède qu'ils recherchaient lors de cette lettre. Mais de toute façon, là encore, ça demeure interlocutoire, ça n'empêche pas la CETAC de gagner son point à la fin dans sa décision finale. Peut-être qu'elle va le gagner, son point. Donc, pour l'ensemble de ces raisons, nous pensons qu'il n'y a pas ouverture au recours en révision dans le cadre d'une telle décision procédurale qui est une telle décision interlocutoire qui est remédiable jusqu'à la décision finale. Donc, je vous remercie beaucoup. Merci, Maître Newman. Si vous pouvez vous retirer de l'image, s'il vous plaît. Maître Cardinal, est-ce que vous désirez faire une réplique? En fait, je ferais une courte réplique. Je pense que c'est pas nécessaire d'aller dans l'analyse que Maître Newman propose, c'est-à-dire d'analyser est-ce que la CETAC aurait pu contester la lettre qui est une lettre procédurale qui émane de Maître Dubois. Je pense que ça vaut même pas la peine d'aller dans cette analyse-là parce qu'on a dans le dossier ce qu'il faut pour conclure à l'irrecevabilité de la demande puis conclure que la CETAC a eu l'occasion d'être entendue sur le sujet de l'établissement prioritaire à l'étape 3 du sujet qui porte sur l'encadrement tarifaire et la nécessité de maintenir cet encadrement tarifaire. Puis je vous pointe une des pièces qui a été déposée par la CETAC. Donc, je vais juste la retrouver sur mon ordinateur. Qui est une lettre du 10 juin 2020. Donc, c'est une lettre qui précède la décision D2020-067, qui est la décision contestée. Je vous rappelle que la décision D2020-067, elle date du 22 juin 2020. Donc, 12 jours auparavant, le 10 juin 2020, la CETAC dépose une lettre. C'est la pièce C-CETAC 0042. Donc, vous pouvez la consulter peut-être après l'audience, mais je vous lis simplement, c'est une lettre de 3 pages, si je ne me trompe pas. Je vous lis simplement un des extraits qui se retrouve à la dernière page. Donc, je cite, « De plus, suite au dépôt de la preuve par Hydro-Québec, tel que requis par la Régie, nous verrons à faire des représentations sur la réelle nécessité de poursuivre le débat de ce long dossier. » Donc, vous prendrez connaissance de la pièce complète qui est la lettre du 10 juin 2020 de la CETAC, mais je vous soumets que l'intervenant avait déjà annoncé son intention de remettre en cause la nécessité d'un encadrement tarifaire, puis il l'a fait préalablement à la décision D 2020-067. Donc, je pense vraiment pas qu'on peut conclure qu'il y a eu que le droit d'être entendu de la CETAC a été bafoué. Donc, ça complète ma réplique. Merci, Maître Cardinal. À moins que je ne me trompe, cela complète cette audience. Nous allons, à moins que mes collègues, M. Dumas, Mme Gagnon. Non, ça va, merci. Non, ça va pour moi aussi. Alors, cela complète l'audience et nous allons donc la terminer. Je désire vous remercier et aussi de la discipline dont vous avez fait preuve, l'ensemble des personnes présentes à cette audience. Nous allons donc amorcer notre délibéré et une décision sera rendue dès que possible. Merci. Alors, nous pouvons simplement terminer la rencontre. Merci. Merci.